Salut, c'est Mike, je suis en train de lire vos emails, 2020 approche et vous êtes nombreux à me demander alors quel techno, quel framework, quel langage à suivre en 2020. Ce que je vais faire dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 techno, langages ou frameworks à suivre en 2020. Alors, si tu ne me connais pas, moi c'est Mike, je suis codeur, freelance, digital nomade. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification. Alors, avant de commencer, je voudrais dire que c'est un classement qui est basé sur tout un tas de chiffres que j'ai récupérés un peu partout et c'est surtout basé sur mon expérience personnelle. Donc, avant de commencer, je vais t'expliquer quel est mon parcours, quelle est mon expérience pour que tu puisses un peu te faire une idée de pourquoi j'ai fait ce classement. Et si j'avais été un développeur C++, j'aurais fait un classement peut-être un peu différent. Alors, moi, je suis un développeur full stack, plutôt même back-end. Essentiellement, pendant de nombreuses années, j'étais en Java, J2E, Spring, Hibernate, etc. Node.js aussi pour la partie back. Pour la partie front, plutôt en JavaScript avec les frameworks type React, etc. Redux, etc. Voilà pourquoi je préfère que ça soit clair dès le début. Je préfère te dire quel est mon profil avant de te donner mon classement. Alors, juste avant de commencer, je voudrais juste dire un truc, c'est que c'est un classement que j'ai fait comme ça. Si jamais tu es sur une techno, par exemple, je sais pas, du C# et que je ne l'ai pas cité dans cette vidéo, ça ne veut pas dire que C# est à jeter à la poubelle. Bien sûr, si tu es développeur C#, .NET, machin, et que tu as des clients, tu es en freelance ou que tu es en CDI et que tout va bien, ça ne veut pas dire qu'il faut jeter ce framework et te lancer, te précipiter vers ces nouvelles technos. Mais c'est des technos qui sont en train de monter, qui sont en train d'émerger et qu'il faut suivre de près. Donc, si tu es en recherche, si tu es débutant et que tu cherches un nouveau langage ou que tu as envie de te réorienter vers de nouvelles technos et un nouveau framework, je vais te proposer donc un petit classement. Alors, juste avant de commencer avec ce classement, je voudrais te parler des choses qui fâchent. Et oui, il y a des choses qui fâchent chaque année. Ça veut dire qu'il y a des langages, des frameworks, des technos qui sont en perte de popularité. Et il y a notamment, je vais te citer quelques langages comme ça, parce que c'est bien de faire un classement de ce qui monte, mais il faut aussi voir ce qui est en train de descendre. Et malheureusement, il y a le langage Java qui a dominé le marché pendant des années, qui a écrasé, qui a pulvérisé quasiment tous les autres frameworks et langages en entreprise, je précise en entreprise, pendant quasiment plus de 10 ans, Java c'était le numéro 1 en entreprise et du coup c'est en train de baisser petit à petit. Donc chaque année ça perd comme ça un petit peu en notoriété, en popularité et à l'époque il y avait beaucoup de projets back entreprise qui démarraient, dans 90% des cas c'était fait en Java et petit à petit on sent que c'est en train de baisser. Alors ceci dit, si ça baisse, ça ne veut pas dire que c'est acheté à la poubelle. Si tu es développeur Java en 2019-2020 en France, à Paris par exemple, tu n'auras aucun problème pour trouver du taf. On manque de développeurs Java. C'est compliqué d'en trouver des développeurs Java bons et expérimentés. Du coup, t'inquiète pas, si tu es développeur Java en 2020, ça va, tu as encore de quoi faire. T'inquiète pas. Autre chose qui fâche, c'est pour les développeurs PHP. Oui, il y a beaucoup de personnes qui suivent qui sont développeurs PHP. Et pareil, selon les chiffres, c'est un petit peu en train de baisser. Mais toujours pareil, c'est pas parce que ça baisse que ça acheté à la poubelle. C'est en train de baisser, mais c'est tellement répandu en entreprise, c'est tellement répandu sur le marché que même si ça baisse, il reste énormément de missions autour de ça. Autre langage qui baisse, c'est Ruby. Tu as aussi le framework Angular qui est en forte baisse. Alors il y a 3-4 ans, ça avait explosé. Et là, ces dernières années, c'est en train de descendre petit à petit. D'ailleurs, j'avais fait un email là-dessus concernant la bataille un peu entre le framework React et Angular. J'avais expliqué via des chiffres, etc., que React avait complètement écrasé Angular. Alors bien sûr ces chiffres je les publie uniquement d'ailleurs aux personnes qui sont abonnées à mes emails quotidiens. Alors je ne sais pas si tu es abonné, sinon je te le publierai sur mon blog, je te mettrai un petit lien en dessous si tu veux voir un peu ce mail concernant la bataille entre React et Angular. Et puis si tu n'es pas abonné aux emails privés, c'est le premier lien dans la description. Alors maintenant qu'on a parlé des choses qui fâchent, on va parler enfin des 5 langages ou frameworks à suivre en 2020 et puis je te mettrai jusqu'à la fin de cette vidéo, je te mettrai un petit bonus à la fin. Alors le 5e langage que je mettrai en 5e position, c'est
Kotlin. Kotlin qui permet de faire des applications mobiles Android. Alors, ce que je te disais, c'est que Java, effectivement, c'est en perte de vitesse. Java, c'est en perte de vitesse. Par contre, la JVM, donc ce qui permet d'exécuter le langage Java, la machine virtuelle, ça, c'est pas du tout en perte de vitesse. Il y a énormément de langages qui sont basés sur la JVM. Il y a notamment Scala pour les personnes qui aiment la programmation fonctionnelle, tu as Clojure, tu as Groovy, etc. Et tu as bien entendu Kotlin qui est basé donc sur la JVM. Donc Kotlin qui a été à la base conçu pour faire des applications Android. D'ailleurs, je parlais avec un développeur Kotlin ici qui était de passage à Bali, qui m'expliquait, qui me disait, parce que moi je ne suis pas un expert Kotlin, qui me disait que justement Kotlin est devenu le langage officiel pour développer des applications Android. Donc Kotlin, c'est vraiment un framework à suivre, un langage à suivre en 2020. Mais c'est pas tout. Kotlin permet aussi de faire des applications type application entreprise, donc les applications que tu développais anciennement en Java native avec, je sais pas, les frameworks Spring, etc. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les frameworks Spring prennent en compte Kotlin, donc tu peux développer des applications entreprises avec Kotlin. Donc c'est pas uniquement réservé aux applications mobiles. Ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y a plus de 122% d'augmentation du volume de recherche sur le site de Freelance Malte. Donc, je te mettrai un petit lien vers le rapport Malte, tu verras, tu pourras retrouver tous ces chiffres. Alors, en quatrième position, on peut noter la percée de Flutter. Flutter, donc, qui permet de faire des applications multi-plateformes. Alors, je vais rentrer dans les détails plus tard, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Flutter, c'est basé sur un langage de programmation qui a aussi été développé par Google qui s'appelle Dart, qui possède sa propre machine virtuelle, etc. Et ce que tu peux faire avec Flutter, c'est vraiment pas mal, c'est que tu peux faire des applications multi-plateformes avec la même code base. C'est-à-dire qu'avec le même code source, tu peux développer des applications mobiles, ça veut dire des applications qui pourront s'exécuter sur iOS, mais également sur Android, donc c'est multiplateforme sur la partie mobile, mais tu peux faire des applications web et tu peux aussi faire des applications de bureau, des applications desktop. Ça veut dire qu'avec ces applications, c'est des applications qui pourront tourner indépendamment sur un Mac, sur Windows, sur Linux, etc. Donc, c'est quelque chose qui est très recherché en entreprise, donc parce que ça fait économiser, t'imagines, pas mal de coûts de développement puisque tu as la même code base et donc c'est très demandé. À noter justement dans ce même type de techno, la petite baisse de Cordova, Ionic et Xamarin qui étaient très répandus à l'époque et qui sont toujours très répandus, mais on est en train de noter que c'est en train de baisser. Alors, petite remarque quand même concernant le cross-platform, c'est à la mode, c'est très répandu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tu as beaucoup d'entreprises qui hésitent à passer sur ce type d'architecture, de ce type de framework, puisque par exemple, je peux noter Airbnb. Airbnb, à une époque, ils avaient lancé une application cross-platform avec React Native qui te permet donc de créer des applications qui sont compatibles sous iOS et sous Android. Mais c'est bien quand tu fais des trucs standards, des trucs basiques, mais dès que tu veux faire du spécifique, c'est un peu compliqué. Et d'ailleurs, Airbnb sont revenus en arrière là-dessus et maintenant, ils préfèrent développer deux applications différentes, c'est-à-dire une application en iOS, sûrement développée en Swift ou en SwiftUI, et une application Android, sûrement développée en Kotlin. Voilà pour la petite information. D'ailleurs, Facebook ont fait la même chose il y a quelques années. Ils avaient tenté une approche multiplateforme. Ils s'étaient rendu compte que l'application Facebook qui tournait sur iOS et Android avait des performances pas terribles et que c'était galère à maintenir. Et du coup, ils sont revenus en arrière là-dessus et ils développent une application native. Donc, le code native, c'est-à-dire SwiftUI, etc., ce n'est pas à jeter à la poubelle. En troisième position, toujours la percée, la montée de Python. Python qui, depuis quelques années, je ne sais pas d'où ça sort, ça a fait que exploser chaque année. Ça bat comme ça des records sur les tendances. Alors Python qui te permet de faire des logiciels, mais qui te permet aussi de faire du web. Alors Python, moi, je ne l'ai pas du tout vu venir, comme je te disais. Moi, j'ai appris Python peut-être il y a 10 ans quand j'étais en DUT. À l'époque, moi, j'avais vu ça, quoi, un petit langage comme ça qui permettait de voir un peu l'objet. Je n'avais même pas trop compris. Et puis, je ne l'ai pas vu pendant plusieurs années. Et il y a 2-3 ans, c'est sorti comme ça, c'est devenu à la mode, je ne sais pas d'où c'est sorti, mais c'est hyper répandu, ça a détrôné pas mal de tendances sur Java, sur JavaScript, etc. Et du coup, c'est quelque chose que tu peux apprendre sans souci. C'est très répandu en entreprise. Alors, peut-être que c'est dû au fait qu'il y a des gros acteurs qui se sont mis à utiliser Python. Je peux citer notamment YouTube qui a complètement réécrit le site qui a été fait en PHP, il a été réécrit en Python, mais tu as aussi d'autres acteurs, tu as la NASA
NASA qui utilise Python, tu as le gros forum américain Reddit qui a été écrit en Python, tu as notamment EDF en France, c'est un peu moins sexy, puis tu as certaines portions de jeux vidéo même qui sont faits tout simplement en Python, donc c'est quelque chose qui permet d'exécuter du code assez rapidement, c'est pas aussi proche que le C++, mais c'est assez puissant. En deuxième position, je mettrai Node.js, toujours Node.js qui continue comme ça son ascension. Alors Node.js, si tu ne connais pas, ça permet de faire du développement back en JavaScript. Alors ça concurrence directement tout ce qui est PHP, Java et Python. Je vais te donner quelques exemples de sites qui ont été complètement réécrits en Node.js. Tu as notamment PayPal qui à l'époque était fait en Java. D'ailleurs, moi je me souviens parce que j'utilise beaucoup PayPal que tu voyais souvent, alors c'était assez marrant, tu voyais des erreurs de site et tu voyais la fameuse page Apache Tomcat, donc tu t'imaginais bien que c'était développé en Java avec des servlets, etc. Donc tu voyais que c'était fait et ils n'avaient même pas customisé. D'ailleurs, la page d'erreur, c'était assez marrant. Et donc tout ça c'est parti. Maintenant, ça a complètement été réécrit en Node.js. Tu as LinkedIn aussi qui sont passés de Rails à Node.js. Tu as Yahoo, tu as Medium, tu as Groupon aussi qui ont réécrit leur application en Node.js. Pour la petite anecdote, j'avais développé il y a plusieurs années une startup qui s'appelait Fixtree.com qui avait un front-end en React et le back-end il était en Java puisque je maîtrisais bien Java, c'était très répandu. Et bien, ce qu'il faut savoir, c'est que pour mon défi de startup en 30 jours, j'ai écrit depuis en partant de zéro, on va dire, le back-end en Node.js et finalement après quelques temps d'utilisation, je trouve que c'est très agréable comme langage, c'est très performant et ça peut tout à fait remplacer Java pour le back. Alors en numéro 1, toujours et toujours la percée de JavaScript. Alors JavaScript, toujours numéro 1. Pourquoi? Alors, je me rappelle qu'à l'époque, quand j'étais développeur back, Java, pour moi, JavaScript, c'était pas un langage. Il y a les développeurs et il y a ceux qui font du JavaScript. Genre, ceux qui font du JavaScript, c'est pas des développeurs. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de développeurs qui pensent encore comme ça, des développeurs back. Pourquoi? Parce que dans l'esprit des développeurs back à l'époque, en Java, mais même peut-être en PHP, idéalement, c'est que tu développais tes écrans, étaient générés via le back et tous les contrôles, etc. étaient faits dans le back. Et il fallait au minimum, il fallait pas en fait, moins tu avais de JavaScript, mieux tu te portais. Et à chaque fois que tu n'avais pas trop le choix et que tu devais inclure un petit bout de JS dans un coin, ça t'enquiquinait plutôt qu'autre chose. Donc du coup, voilà pourquoi les développeurs back-end ont une mauvaise image de JavaScript. Et pendant des années, c'était un langage vraiment qui permettait de bidouiller 2-3 trucs, mais c'était pas un vrai langage, c'était pas du tout industrialisable. Et puis sont arrivés les frameworks modernes type Backbone. Ça avait commencé par Backbone, après on a vu Angular, on a vu React, on a vu Vue.js. Vue.js d'ailleurs, je note en 2019 qui a complètement explosé avec plus de 50% de recherche sur Malte par exemple. Donc on a vu des frameworks modernes. On a vu les gestionnaires de dépendances, un peu comme dans le monde Java, on avait Maven qui permettait de gérer les dépendances. Là, on a vu tous les gestionnaires de dépendances arriver en JavaScript, notamment NPM, Yarn, etc. On a vu l'évolution du langage JavaScript en lui-même avec ES5, ES6, ES7, l'arrivée des classes, etc. Donc ça a été un langage beaucoup plus sérieux, en tout cas pour les développeurs vus de la part de développeurs back. On a eu des compilateurs, on a eu des linters, etc. Bref, on a eu en JavaScript tout un tas d'outils qui se rapprochent fortement de ce que les outils des développeurs back avaient avant. Alors pourquoi je le mets en numéro 1? Alors si tu cherches à apprendre un nouveau langage ou si tu cherches à te réorienter, etc., c'est que grâce à JavaScript, JavaScript, ça te permet en fait de rentrer dans de nombreux mondes. Je m'explique. Avec du JavaScript, tu peux faire du front-end, c'est-à-dire que maintenant tu peux construire un site front 100% en JavaScript. Il y a des frameworks comme Angular, React, etc. Mais ça t'ouvre aussi une porte vers du mobile. Tu peux faire du développement mobile via React Native. Par exemple, si tu as appris le React, switcher sur React Native, c'est pas très compliqué. Ça te permet également de faire du logiciel. Tu peux partir sur des applications de bureau, desktop. Par exemple, tu as Electron qui te permet de faire ça. C'est-à-dire que tu peux développer un logiciel de bureau qui sera compatible sur Mac, sur Windows, etc. avec du code JavaScript. Tu peux faire du développement back-end, comme je te l'ai dit tout à l'heure, avec du Node.js. Donc avec un seul langage, tu peux, ça t'ouvre en fait, si tu apprends un seul langage, ça t'ouvre vers tout un tas de domaines différents. Voilà pourquoi en 2020, JavaScript reste toujours, à mon avis, à la première position. Allez, comme je te l'avais dit, je te file un petit bonus. On voit en 2019-2020 la percée de Skillit Learn, donc qui te permet en Python, c'est un framework Python qui te permet de faire du machine learning
learning. Tu as aussi MATLAB. Je ne sais pas pourquoi MATLAB ça a explosé comme ça, mais c'est en train de monter. MATLAB, alors moi j'avais utilisé ça à l'époque à la fac en DUT. Ça permettait de faire des équations de Fourier, enfin des simulations mathématiques, tout ça. C'est en train de remonter, je ne sais pas pourquoi. Tu as TensorFlow aussi de Google qui te permet de faire de l'IA. Je crois que c'est fait en C++, en Java, tu as une partie en Java. Et tu as toutes les technos autour du DevOps, tout ce qui est Kubernetes, Docker, etc. qui sont bien en train de monter. Alors voilà pour ces langages et frameworks à suivre en 2020. Je te fais un petit récap. En 5e position, tu as Kotlin. En 4e, tu as Flutter. En 3e, tu as Python, en second, tu as Node.js et enfin en premier, tu as JavaScript. Alors voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si tu ne me connais pas, moi c'est Mike, codeur, freelance, digital nomade. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification. Et si tu souhaites plus d'informations, un peu comme le rapport que j'avais fait entre Angular et React et que j'avais expliqué via des chiffres, comment Angular avait perdu la bataille face à React, etc. Tout un tas d'informations, de conseils, d'astuces pour devenir freelance, digital nomade. Ces informations, je ne les donne pas sur YouTube. Ces informations, je les donne uniquement aux personnes qui sont intéressées et qui sont abonnées à ma liste d'emails privés. Donc si tu n'es pas abonné à la liste d'emails privés, c'est le premier lien dans la description. C'est vraiment réservé aux personnes qui sont intéressées par le domaine. Ça ne sert à rien de t'abonner si ce n'est pas ton truc. C'est vraiment réservé aux personnes qui ont envie d'évoluer dans ce monde-là, qui sont intéressées. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas. C'est le premier lien dans la description. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!